Je crois que c'est c'est une longue histoire, en fin de compte, qui va trouver sa source, sa logique dans les origines du capitalisme, donc dans les théories particulièrement d'Adam Smith. Là, on remonte à 200 ans, voire un peu plus. On était vraiment à l'origine même de l'industrialisation. Donc toute cette période de ces 200 dernières années a été l'éclosion de l'économie telle qu'on la connaît, une économie de production, et qui a permis, particulièrement en Occident, qui s'est engouffré là-dedans, de développer considérablement son mode de vie au niveau du confort pour quand même une bonne partie de la population. Donc il y a eu un succès, du moins quand on comparait les choses, on pouvait voir que l'Occident, en appliquant les règles du capitalisme, avait pu développer un mode de vie en apparence tout à fait intéressant pour tout le monde. Mais cette idéologie repose sur la croyance que l'être humain est fondamentalement égoïste et qu'il cherche en premier la satisfaction de son intérêt particulier. Et tout le capitalisme repose sur la satisfaction de l'intérêt particulier en imaginant que la somme des intérêts particuliers satisfaits vont créer une société vertueuse. Bon, là, on peut en douter. D'ailleurs, l'une des croyances aussi d'Adam Smith, c'était que un être humain, lorsqu'il arrivait à un certain niveau de satiété de ses besoins, reversait spontanément son surplus. On peut s'apercevoir aujourd'hui que ce n'est pas véritablement le cas. Bref, dans tous les cas, ça a été certainement bénéfique et ça a été une expérience qui ne s'ancre absolument dans aucune mauvaise intention. Il y avait tout simplement l'intention de pouvoir produire plus pour satisfaire mieux les besoins. Mais ce qu'on a loupé, c'est la décennie des années 70. Alors là, on rentre là dans l'idéologie pure de notre système économique, où les choses se sont inversées. À partir des années 70, on n'était plus dans une société où l'offre, donc la production, était insuffisante par rapport à la demande. Au contraire, on est rentré dans la société de consommation, c'est-à-dire une société où on nous a poussé à consommer parce que l'outil de production offrait plus que ce que la demande était prête ce que la demande exigeait. Et puis, eh bien, c'est à cette époque aussi où on a commencé à prendre conscience que notre mode de production endommageait gravement notre environnement. C'est entre autres, par exemple, le rapport sur la croissance du Club de Rome, dans les années 72, où on a remis en question le modèle de la croissance. Et puis, c'est à cette époque aussi donc, que la monnaie s'est dématérialisée et que on a épousé une nouvelle théorie économique. Les théories de Keynes qui avaient prévalu depuis la dernière guerre ont été balayées pour être remplacées par le néolibéralisme poussé par l'école de Chicago, qui a été véritablement promu tant par Ronald Reagan que par Margaret Thatcher, et tout le monde a embarqué par derrière. Donc c'est cette vision de société qui prône l'État minimum, une présence de l'État, une influence de l'État minimum, qui doit lui uniquement s'occuper de maintenir la sécurité sur le territoire et de laisser les entreprises privées, donc le marché, la main invisible du marché, comme disait Adam Smith, s'occuper du reste. Donc on est véritablement dans cette logique de cette espèce de rouleau compresseur depuis maintenant un peu plus de 30 ans, où il y a la volonté de supprimer l'influence de l'État pour rendre la pureté du capitalisme qui veut que toutes les choses s'arrangent parfaitement si on laisse faire le marché. Donc ça, c'est au sein même de la Commission européenne, c'est au sein évidemment du gouvernement américain. Donc c'est vraiment ce qui domine l'idéologie économique actuelle. Donc là, on est aujourd'hui dans l'idéologie, dans le maintien, dans la recherche de la
pureté du capitalisme tel qu'il a été conçu il y a 200 ans, mais aujourd'hui on s'aperçoit donc que des conséquences sur la société avec des inégalités absolument effarantes, puisqu'aujourd'hui on voit qu'il y a cette oligarchie du 1%, comme on dit, qui détient toutes les richesses de la planète. L'édito éco, bonjour Nicolas Barret. Bonjour Maxime. Alors que les riches et les puissants du monde se retrouvent cette semaine dans la très chic station suisse de Davos, jamais, Nicolas, absolument jamais les inégalités n'ont été aussi fortes dans le monde. Alors, vous allez me dire que les inégalités, c'est le cadet des soucis des pèlerins fortunés de Davos. Eh bien, pas du tout. La montée des inégalités est même considérée par les experts du forum comme l'un des plus grands risques pour l'économie mondiale dans l'année qui vient. Retenez juste ce chiffre édifiant. Les 85 personnes les plus riches du monde possèdent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Vous avez bien entendu, 85 personnes sont aussi riches que 3,5 milliards d'êtres humains. Aux États-Unis et en Chine, les deux premières économies de la planète, les 1% les plus riches ont doublé leur part dans la richesse nationale depuis 30 ans. Les gérants de hedge funds américains collectivement gagnent autant que tous les enseignants des États-Unis, qui sont plusieurs millions, ce qui pose quand même assez crûment la question du rapport entre rémunération et utilité sociale. Oui, il existe un lien évident lorsque l'on sait par exemple que sur l'ensemble des flux financiers qui circulent dans le monde au quotidien, 97 à 98% sont absorbés par la spéculation, dans les bulles spéculatives. Donc c'est de l'argent sur de l'argent qui ne crée aucune richesse, qui au contraire prend sur la richesse réelle. 2 à 3% seulement, globalement dans le monde, servent aux échanges qui nous sont nécessaires pour vivre au quotidien, dans nos besoins de transport, de nourriture, de logement, etc. etc. Donc on s'aperçoit que ce système financier est devenu tellement fou qu'il ne peut qu'avoir des conséquences négatives. C'est à partir du moment où, Socrate le disait lui-même, à l'époque, lorsque les sociétés commenceront à chercher à gagner de l'argent sur de l'argent, c'était la crématistique, comme il l'appelait, eh bien là ce sera la fin des choses. La monnaie en soi, on a la croyance maintenant, culturellement, qu'il est normal que quand on place de l'argent, on gagne de l'argent dessus. L'argent ne peut pas gagner d'argent tout seul. L'argent n'est gagné que par le travail d'autres personnes. Et donc ce système absolument effarant qui fait qu'aujourd'hui les plus riches ne font travailler leur fortune non plus sur du travail mais sur de la spéculation, a des conséquences absolument dramatiques sur les peuples, sur le bien-être des peuples, sur leur survie même. Prenons un exemple, on sait par exemple que JP Morgan, la banque américaine, entre autres, travaille beaucoup sur les marchés des matières premières. Quand on appelle marché de matières premières, c'est par exemple cette banque qui a suffisamment de moyens aujourd'hui pour acheter des récoltes entières de production de maïs, de blé, des choses de ce genre. Donc ils vont se positionner et acheter en masse des récoltes de produits alimentaires, mais ils ne vont pas les revendre. Ils ne le font pas pour les revendre et servir les besoins alimentaires des peuples. Ils vont créer, en ne les revendant pas, une pénurie qui va faire monter les prix, et à ce moment-là, ils vont relâcher, ils vont revendre. Donc on va créer tout simplement une rareté artificielle pour faire monter des prix, mais des prix qui rendent du coup inaccessibles des produits alimentaires à des personnes qui sont en quasi-survie. Il y a des gens dans des pays pauvres, ils se comptent par millions, qui dépensent pour leur simple budget alimentaire 50, 60 ou 70% de leurs revenus. Quand la base de leur nourriture augmente de 25, 30 ou 50%, c'est une catastrophe pour eux, ils ne peuvent plus s'alimenter et ça crée même des famines. On est rentré dans une dérive, là encore, absolument totale, entre autres, dans les systèmes de subprime depuis les années 90, où on a développé
la titrisation. Alors c'est un terme un peu barbare, mais voilà que une banque, autrefois, si j'achetais une maison, eh bien, je passais un contrat avec la banque, et c'était la banque qui conservait le risque jusqu'à ce que la dette soit complètement éteinte, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Hein, j'avais un contrat, et c'est la banque qui prenait ce risque. Avec la titrisation, les banques maintenant vont prêter de l'argent, par exemple, pour acheter une maison, mais elles vont, cette dette que je lui dois, ils vont en faire un produit de placement, en le mariant avec d'autres actifs, et ils vont pouvoir revendre, en fin de compte, ma dette, mélangée à d'autres, alors avec des niveaux de risques différents, au point que ces outils ont été notés de la note AAA par les agences de notation, et ce qui fait que bien des maisons qui ont été achetées par toute une population américaine qui n'avait manifestement pas les possibilités de les rembourser, ont pu effectivement avoir leur maison, ils l'ont perdue par la suite, mais donc ça a conduit à cette dérive que la banque n'est plus aussi vigilante aujourd'hui qu'elle aurait dû l'être. Elle ne joue plus véritablement son rôle, puisqu'elle peut s'amuser à prêter n'importe quoi, n'importe comment. L'essentiel, c'est de déguiser les choses, de les mettre dans un petit sac pochette surprise avec d'autres actifs plus alléchants, et puis de s'en débarrasser et de refiler le risque à d'autres acteurs. Donc voilà différents aspects de la spéculation, une spéculation qui à l'origine a été pertinente pour aider certains acteurs de l'économie, et une dérive absolument complète aujourd'hui où on parie sur tout et n'importe quoi. Goldman Sachs a été enquêté sur ces pratiques qui faisaient qu'ils vendaient à leur clientèle des produits financiers en pariant en même temps sur la baisse de ces produits. C'est-à-dire qu'ils vendaient quelque chose, ils incitaient une clientèle à acheter quelque chose comme si c'était tout à fait intéressant, tout en pariant sur la baisse et sur l'effondrement de ces mêmes produits, parce qu'ils savaient que c'était pourri. Donc voilà où on en est arrivé pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent et toujours plus d'argent. La crise n'est pas tombée du ciel, elle a été provoquée par des gens qui ont décidé que c'était la crise. Mais en termes de niveau de richesse globale, le monde n'a jamais été plus riche. Les richesses globales ont énormément augmenté en 10 ans. Le monde explose de richesses, seulement la répartition de ces richesses a été complètement biaisée, détournée. Les inégalités sont criantes. Pourquoi? Parce qu'il y a une aristocratie financière. Je sais que le professeur Chouard n'aime pas que j'utilise le mot aristocratie, mais je veux dire une oligarchie. Une oligarchie, une élite de la finance qui échappe à toute réglementation, qui a pompé d'abord les richesses de millions d'Américains dans la crise des subprimes, puisque des millions d'Américains aujourd'hui, 46 millions d'Américains sont à la rue suite au fait que leurs logements ont été saisis et ils sont à la soupe populaire. Et ça fait des États-Unis un quasi-pays du tiers-monde, chose qu'on ne dit pas non plus. Après avoir pompé tous ces millions de pauvres émigrés qui espéraient accéder à la propriété immobilière, le monde de la spéculation s'est reporté sur la dette souveraine européenne. Au milieu de ça, vous avez des États qui sont complètement dépassés, absolument. D'abord, ce n'est que tout récemment qu'ils ont compris ce qui se passe sur le marché international de la dette, qu'ils ont compris que c'est le marché des dérivés qui régit les marchés de la dette souveraine. Chose complètement grotesque. Comment les dérivés, un petit marché opaque comme celui-là, non réglementé, peut décider du sort de la dette souveraine d'un pays? Et pourtant, c'est ce qui se passe. Donc le système, dans son fonctionnement, dans sa conception même, est un système absolument meurtrier, et qui trouve en fin de compte ses sources de profit maximum dès qu'ils sont préjudiciables au bien-être de tous et à la pérennité de la planète.